Donc, bon, je commencerai par définir rapidement ce que c'est qu'un matériau granulaire. Donc, je pense que tout le monde a une perception intuitive de ce qu'est un matériau granulaire, puisqu'on en manipule tout le temps. Quand vous faites votre café, si vous faites encore du café avec du café en grains, vous manipulez un milieu granulaire. Beaucoup de médicaments se présentent sous forme de pilules ou de gélules, donc constituent des milieux granulaires. Naturellement, dans l'industrie, sous différentes formes, ici c'est l'industrie minière, mais c'est aussi le cas pour les travaux publics, génie civil. Il y a beaucoup de matériaux granulaires qui sont utilisés. C'est les matériaux granulaires, de façon globale, ça correspond au deuxième ou troisième type de matériau qui est utilisé par l'homme. Enfin, ça dépend si on compte l'air ou pas. Enfin, l'eau, c'est le premier, et si on compte pas l'air, parce qu'on l'utilise sans le vouloir, les matériaux granulaires constituent le deuxième type de matériau qui est le plus utilisé en volume, et encore peut-être plus en poids, ou en masse. Un autre exemple donc issu de la géologie, donc les dunes, qui constituent un exemple de milieu granulaire qui est esthétique par ailleurs. Et on trouve des milieux granulaires bien au-delà de notre planète, puisque les planètes sont constituées de milieux granulaires. Là ici sur l'image, vous avez une image de la Lune avec les régolithes qui sont à la surface de la Lune. Et puis, par exemple, ici, Saturne, les anneaux de Saturne, c'est des petites particules de glace qui constituent aussi un milieu granulaire. Donc, les milieux granulaires vont intéresser non seulement les activités industrielles, mais aussi les géologues. On aura plus l'occasion d'en reparler. Et les astrophysiciens également. Donc il y a un champ disciplinaire assez important qui est couvert par les milieux granulaires. Alors du point de vue du physicien, donc on vient de voir qu'il y a une diversité quand même assez importante dans les matériaux granulaires, mais le job du physicien, c'est classiquement d'essayer de trouver des choses, des relations universelles, des comportements universels. Donc le point de vue du physicien sur les milieux granulaires, c'est un point de vue de milieu modèle en quelque sorte. Donc typiquement, donc il va voir ça comme un grand nombre, un assemblé d'un grand nombre de grains macroscopiques. Alors macroscopique, ça veut dire pour le physicien que ils sont trop gros pour être sujets au mouvement brownien. Donc c'est un système qui est athermique du point de vue de la température ordinaire. On peut définir une température granulaire par ailleurs, on peut utiliser des concepts de thermodynamique pour étudier les milieux granulaires, mais du point de vue de la température au sens classique du terme, ils sont athermiques, c'est-à-dire que il n'y a pas d'agitation brownienne, c'est pas comme des grains de pollen en solution, enfin, dans un fluide. Par ailleurs, il se caractérise par des interactions entre grains qui sont des interactions de mécanique classique. Il n'y a pas on prend pas en compte les effets quantiques par exemple, et on va considérer que les forces entre les particules ne s'exercent que lors des contacts. Donc dès que le contact est rompu, il n'y a plus rien qui s'exerce entre les particules, et ces interactions pendant les contacts sont dissipatives, c'est-à-dire dissipent l'énergie. Donc ça veut dire que spontanément, cette assemblée de grains, elle va perdre de l'énergie, et elle va avoir tendance, si on lui apporte pas d'énergie, à s'arrêter et à se mettre au repos. Donc les interactions, c'est des frottements solides principalement, et des collisions qui peuvent y avoir entre les grains, des collisions qui vont être inélastiques. Donc, par ailleurs, je vais m'intéresser plus spécialement au cas le plus simple, qui est celui des granulaires secs. Alors quand on dit sec, ça ne veut pas simplement dire qu'ils ne sont pas mouillés, mais que les interactions entre les grains se limitent à ce que j'ai raconté au-dessus. C'est-à-dire on ne prend pas en compte les effets capillaires,
liées à l'humidité ou à la présence d'eau. On ne prend pas en compte l'effet du fluide environnement, que ce soit de l'air ou de l'eau. Et on ne prend pas en compte non plus les interactions électrostatiques entre les grains, ni les forces de Van der Waals. Donc en fait, on va considérer tout ça comme négligeable devant les forces gravitaires, l'effet de la gravité, en particulier pour ce que je vais vous raconter, qui sont des écoulements gravitaires, en géophysique. Donc du point de vue de la physique, c'est un système macroscopique qui présente des effets collectifs, mais qui ne va pas réellement relever de la physique statistique normale, du fait en particulier de la dissipation. Parce que si on considère des molécules, enfin, un système physique constitué de molécules, les chocs moléculaires ne sont pas dissipatifs, et c'est la différence majeure qu'il va y avoir avec les granulaires. D'autre part, quand on dit un grand nombre de grains, ça reste quand même petit par rapport au nombre d'Avogadro, qui est le nombre de molécules qu'il y a dans une mole. Donc dans 12 grammes de carbone. Alors, en ce qui concerne les tailles, la limitation que j'ai évoquée avant, ça conduit à ne pas rentrer dans le champ des granulaires secs les poudres, c'est-à-dire des systèmes pour lesquels les diamètres de grains sont plus petits que 100 microns, à peu près. Au-dessus de 100 microns, on va considérer qu'on a affaire à des grains. Donc quand je parle de grains, c'est typiquement des objets qui sont de taille plus grande que 100 microns. Donc ça c'est pour la taille des grains, mais en ce qui concerne les échelles sur les systèmes, les échelles peuvent être extrêmement variables. Par exemple, si je considère des grains, des céréales par exemple, dans un silo, donc je vais avoir typiquement une taille de grain qui est de l'ordre du millimètre, et le silo qui peut être de l'ordre de la dizaine de mètres. Donc on a déjà une variation importante. Si je m'intéresse au Sahara, enfin au sable du désert, donc j'aurai des particules, des grains qui sont de l'ordre de 200 microns de diamètre, et une taille du désert, enfin ou du terrain d'étude qui est de pas mal de kilomètres. Hein, c'est quand même gros le Sahara. Et je peux aller à des systèmes encore plus gros, comme les anneaux de Saturne. Donc les particules de glace qui constituent les anneaux sont centimétriques, mais les anneaux sont... Donc le diamètre, typiquement, c'est l'ordre de 400 000 km, le diamètre des anneaux de Saturne. Et puis, on peut considérer des systèmes encore plus gros, comme des protoplanètes en formation, des planétésimaux, ou des nuages intergalactiques qui vont donner naissance à des étoiles. Et là, c'est plutôt des centaines de milliers d'années-lumière. Donc, on peut avoir des échelles qui sont extrêmement variables. Malgré tout, on observe, il y a beaucoup des phénomènes qu'on va pouvoir observer dans les milieux granulaires, dans tous ces systèmes, qui vont être effectivement universels. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça intéresse le physicien. Et on a espoir, disons, que des études fondamentales qui portent sur des systèmes simples, modèles, puissent s'appliquer à toutes ces choses qui sont de dimensions et de caractéristiques extrêmement différentes. Alors je vais plutôt m'intéresser à l'aspect géophysique, puisque je vais plutôt parler d'écoulement gravitaire pour la suite. Et donc, dans la nature, dans les matériaux naturels, les matériaux granulaires, les grains sont très présents. On les retrouve sous forme de roches, de gravier, de sable. Rien que le sable, ça représente à peu près 10% de la surface des terres émergées. Et il faut rajouter le sable qui est en sous-sol, les dépôts de sable qu'on peut extraire, et les marges océaniques, donc tout le sable qui est sous l'eau, sous la mer, au voisinage des continents. Donc ça représente une proportion non négligeable de la surface, de l'interface terre-océan, terre-atmosphère. Alors ça c'est en ce qui concerne la présence, mais c'est aussi quelque chose qui est important en matière d'évolution, de géomorphologie. Donc ça va intervenir pour les dépôts de sédiments,
ça va faire apparaître des stratifications, donc ça va structurer hein, les dépôts de sédiments. Ça peut, sur des échelles de temps qui sont un peu plus petites, participer à l'ensablement et donc déplacer les cours d'eau ou déplacer les courants marins, si c'est de l'ensablement côtier. Donc ça va avoir un impact qui peut être important. Hein, il y a des endroits où des travaux de génie côtier malheureux ont eu des conséquences qui pouvaient être extrêmement importantes. Rendre inutilisable un port, par exemple, ou poser enfin, induire des phénomènes d'érosion sur des échelles qui peuvent être très grandes. J'ai été allé donner un cours à l'université Gaston Berger au Sénégal, et ils avaient un gros problème parce que il y avait eu une crue du Sénégal, du fleuve Sénégal, et donc il y a 2 nuits des engins qui étaient venus pour percer un trou, enfin faire une brèche dans la langue de Barbarie, la langue de sable qui sépare l'océan Atlantique du fleuve Sénégal, et donc ça avait fait un court-circuit. L'eau s'est engouffrée dans cette brèche, a érodé donc un truc qui faisait quelques mètres de large, est devenu plusieurs kilomètres de large. Ça a modifié la hauteur du niveau dans le fleuve, et ça a provoqué une érosion. Il se posait la question de savoir si si Saint-Louis du Sénégal n'allait pas être emporté par le Sénégal. Ils n'étaient pas très rassurés à l'époque où j'y suis passé. Ça a arrangé les pêcheurs parce qu'au lieu de devoir faire un gros détour, ils pouvaient passer par le trou. C'était les seuls qui tiraient profit de cette situation. Ça intervient aussi comme dans l'érosion, hein, puisque on va parler du phénomène d'avalanche, hein, et puis bien sûr du transport de sable par l'eau ou par le vent, et donc par exemple les dunes, hein, dont on a vu l'image tout à l'heure. C'est également un facteur important de risque naturel, c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ça, donc à travers les avalanches, mais aussi les séismes, hein, puisque les séismes impliquent des mécanismes qui sont liés aux granulaires, les gouges par exemple, et les glissements de terrain. Donc tout ça, ça provoque des dégâts importants. Et puis aussi, il y a des questions de stabilité des sols qui se posent de plus en plus d'ailleurs, parce que avec le changement climatique, on a une modification du régime des eaux, des précipitations, donc ça peut entraîner des déstabilisations, ou au contraire du dessèchement de sol qui peut également entraîner des déstabilisations. Donc c'est des problèmes qui sont d'actualité, qui le sont de plus en plus. Parce que c'est pareil, hein, ces risques naturels, ils augmentent avec le changement climatique. Alors je vais parler un peu du sable, parce que c'est le matériau naturel le plus simple, donc c'est aussi celui qu'on peut présenter plus facilement. Donc le sable se forme spontanément. Dès que vous avez quelque chose, une roche, à la surface de la Terre, eh ben, vous allez avoir du sable éventuellement quelques milliers d'années plus tard, ou quelques centaines de milliers d'années plus tard, du fait de la désagrégation de la roche, qui est liée à l'action de l'eau principalement, hein, donc on a une altération chimique de la roche sous l'effet de l'eau. Vous avez aussi le gel et l'alternance de température avec gel-dégel qui va provoquer un éclatement et puis une désagrégation. Et puis, bien sûr, les pluies qui vont aussi participer à l'érosion et provoquer la désagrégation de la roche. Donc là-dedans, l'eau est le principal responsable, hein, et comme il y a beaucoup d'eau à la surface de la Terre, ça veut dire qu'il y a aussi une formation de sable qui est importante. Alors, non seulement elle est responsable de l'altération, mais aussi c'est la principale responsable du transport. Donc l'autre responsable, c'est le vent, hein, donc le transport par l'air, mais la plus grosse partie du transport de sable s'effectue par l'eau. Alors on a, au cours de cette fragmentation, on obtient des fragments qui sont un peu de toutes les tailles, et ces fragments vont évoluer au cours du transport, ça va continuer à s'éroder, à casser, etc. Donc
Il y a un intérêt géologique et géomorphologique à étudier ce transport. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Et entre autres, l'une des choses les plus simples qui a été faite depuis le plus longtemps, c'est de calibrer la taille. Et donc, on définit dans tous ces débris, enfin, un intervalle de taille pour le sable. Donc, quand on parle de sable, donc c'est ce que les géologues appellent des arénites. C'est pour des diamètres qui sont entre 1/16e de millimètre et 2 millimètres. Donc, ça rentre dans... C'est en gros le domaine des grains. On est... Donc ça démarre un petit peu en dessous du domaine des grains. Les sables les plus fins sont de diamètre qui est inférieur à 100 microns, mais la plupart des sables qu'on rencontre sont dans le domaine des grains. Donc, quand c'est plus que 2 mm, ils appellent ça des graviers, et si c'est trop petit, en dessous d'un 16e de millimètre, donc c'est du limon ou en termes géologiques des siltes. Ce qui vient de l'anglais d'ailleurs. Donc ça c'est pour la caractérisation par la taille, et c'est une caractérisation importante. Mais il y a la nature aussi, la constitution du sable qui est intéressante. Alors, au départ, quand les sables se constituent, quand la roche se fragmente, on a affaire à une composition des sables qui est de même type que les roches dont le sable est issu. C'est-à-dire qu'elles contiennent à peu près les mêmes minéraux. Donc c'est très varié. Et puis, ça va être transporté par l'eau, et l'eau est un bon solvant. Donc l'eau va dissoudre tout ce qui est soluble, et il ne va rester au fur et à mesure du transport. Le transport peut être très long, hein. Le sable il peut s'accumuler à un endroit, y rester pendant quelques milliers d'années, puis il y a une crue ou il y a un événement géologique, un glissement de terrain qui l'emmène. Donc c'est un des processus qui sont très longs, mais au cours de ce processus, donc les minéraux qui sont solubles ou même faiblement solubles vont s'en aller, et il ne va rester que les minéraux les moins solubles, c'est-à-dire principalement du quartz, parce que le quartz, hein, donc le dioxyde de silice, est très stable et peu soluble. Donc la plus grande partie des sables sont constitués de quartz. C'est là la raison. Malgré tout, on trouve des exceptions nombreuses avec des sables qui ont une diversité de composition assez étonnante. Donc, si vous avez l'occasion d'aller à l'île de Groix, enfin on trouve ça aussi à Santorin, mais c'est plus loin. Donc, si vous voulez pas vous déplacer aussi longuement, vous pouvez aller voir ça à l'île de Groix. Il y a des sables de grenat, hein, donc sable rouge, donc, qui est constitué de particules de grenat. J'ai mis ici quelques exemples. Alors, on a travaillé pendant longtemps avec le musée du sable qui était au Sable d'Olonne, et donc c'est eux qui ont fourni ces images. Ils ont une collection de sable qui est phénoménale. Et donc, il y a là ici du sable, des sables d'Olonne, local. Vous voyez à côté du sable d'Islande. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, pas la même couleur, pas la même, tout est différent. Vous pouvez avoir du sable qui contient des minéraux d'origine organique, comme ce qu'on voit ici. Hein, ça c'est du sable de la Réunion. Donc c'est essentiellement des morceaux de coquilles ou des résidus de petits animaux. Ici, ça c'est du sable de salar d'Atacama, donc il y a beaucoup de sel. Alors c'est pas du sel chlorure de sodium, hein, il y a beaucoup de gypse en particulier. Et puis des sels d'arsenic, de mercure. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas forcément très comestibles. Je conseille pas de saler votre cuisine avec le sable, avec ce qui vient des salars d'Amérique du Sud. Ça, c'est un autre sable qui vient de Saint-Hilaire de Riez. Donc vous voyez que là, on a tout, il y a des petits coquillages, etc. Et puis ici, d'Hawaï, donc là, on a un beau sable qui est constitué de quartz pratiquement pur et qui est très homogène en composition et en taille. Alors ce sable, comme je disais, il est transporté, il est assez facilement mis en mouvement,
et en particulier par l'eau. Donc il y a des gens qui ont, je ne vais pas mettre longuement, mais tout ça a été étudié en long, en large et en travers, pour savoir, en fonction de la vitesse de l'écoulement d'eau, dans quelles conditions c'est érodé. Alors ici, vous avez la taille des particules, la dimension des grains. Et ici, vous avez la vitesse du courant. Donc, on sait, par exemple, ici, si on suit cette trajectoire, si on augmente la vitesse du courant, on va finir par arracher le sable de son lit et le transporter. Et puis, il va se déposer si on diminue la vitesse du courant quand il arrive dans des zones plus calmes. Voilà, donc ça a été étudié par des gens très sérieux depuis pas mal de temps. En revanche, les modèles sont beaucoup plus difficiles. Ça c'est des mesures. Les modèles sont beaucoup plus difficiles à développer et font l'objet encore actuellement de beaucoup de travaux. C'est toutes ces choses qui sont connues depuis longtemps et que les géologues ont caractérisées des fois depuis plusieurs siècles, restent pour la plupart très mal expliquées. La modélisation est souvent très partielle. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits dessus, à la fois par des géologues, des géophysiciens et des physiciens. Donc un autre mode de transport, c'est le vent. Alors ça, vous avez pu tous constater qu'il y a certains moments où on est envahi par du sable qui vient du Sahara, et donc qui va passer au-dessus de l'Espagne, et puis qui va venir déposer sur les voitures une bonne couche de sable. Donc c'est du sable très fin, c'est de granulométrie extrêmement fine. Là c'est une photo météo, on voit ça c'est l'Afrique ici, vous voyez bien le nuage de sable, la taille du nuage de sable, c'est colossal, ça représente la taille de plusieurs pays, quoi. Et ils peuvent aller très loin. Donc on les voit chez nous, mais il y a des nuages de sable du Sahara qui vont jusqu'aux Caraïbes ou en Amérique du Nord, qui viennent se déposer. Donc il n'y a pas que nous qui bénéficions du transport. Donc c'est des phénomènes aussi qui sont d'une ampleur qui est considérable. Et il y a toutes les études à propos des dunes. C'est un sujet qui s'est développé de façon extrêmement importante depuis une vingtaine d'années. Et il y a beaucoup de progrès qui ont été effectués dans la modélisation de mouvements des dunes en particulier. Et donc on sait que c'est un mouvement de saltation, c'est-à-dire que vous avez ici les particules fines qui vont entrer en suspension et puis qui vont constituer les nuages de sable que j'évoquais juste avant. Vous avez des particules qui vont juste rouler, les particules plus grosses qui vont juste rouler sur le sol, et des particules qui vont sauter, alors pas forcément très haut, mais qui vont avancer en sautant, et ce sont ces particules qui sautent qui vont être responsables de la migration des dunes, de la formation et de la migration des dunes. Et on trouve des dunes dans le désert, mais on trouve aussi des dunes littorales, il y en a des très belles, en divers endroits du littoral français en particulier, mais on trouve aussi des dunes à la surface d'autres planètes. Par exemple, ici, alors on voit pas trop, mais on a un champ de dunes, c'est des dunes linéaires, ça forme des espèces de raies sur Titan. Et alors, ce qu'on sait pas, on voit bien ces dunes, les sondes permettent de les photographier, mais de quoi est constitué le sable en question et comment il s'est formé, ça c'est une autre question, parce que il n'y a pas forcément d'eau liquide à la surface de Titan. Il peut peut-être y avoir d'autres liquides, mais donc ça fait du travail pour les planétologues. Donc il y a des laboratoires de planétologie, il y en a à Nantes par exemple, dans lesquels il y a des gens qui travaillent sur les dunes. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur les dunes, aussi sur d'autres planètes. Alors, donc je vais passer à parce que j'ai pas eu le courage d'amener des manips depuis Rennes, avec en plus, vu l'état des transports par la SNCF, je me suis dit que c'était peut-être un peu risqué de me charger lourdement. Donc le tas de sable. Au gré de l'écoulement,
à la surface du tas de sable, se succèdent sans cesse des phases de stabilité et d'instabilité. Dès que la pente devient trop forte, une avalanche se déclenche. Elle réorganise les grains selon un angle constant, formant un cône de révolution presque parfait. Cet angle, entre la surface du tas et l'horizontale, est appelé angle de repos. Il est caractéristique des grains utilisés, et un tas constitué de ces grains adoptera toujours le même angle de repos. Voilà. Donc j'ai une autre petite vidéo. L'angle de repos et l'angle d'avalanche. En inclinant le disque, une avalanche se forme, qui ramène la pente à son angle de repos. L'angle au-delà duquel la pente de sable devient instable est appelé angle d'avalanche. Il est plus grand que l'angle de repos d'environ 2 degrés. Alors ce comportement du tas que vous connaissez déjà sans doute, ça a quelque chose à voir avec le problème du glissement d'un bloc, de frottement solide. Et donc je vais faire un petit détour historique pour évoquer cette situation. En fait, cette situation, on a un plan qu'on incline, donc un plan sur lequel on pose un bloc solide et qu'on incline. Donc le bloc va rester collé en quelque sorte sur le plan jusqu'à un certain angle et là se mettre à glisser. Donc un peu comme ce que font les grains qui vont venir se fixer sur le tas, sur le côté du tas, le flanc du tas, jusqu'au moment où l'angle atteint une valeur critique, et là, ça glisse et ça se met à couler. Donc ce phénomène a été étudié et caractérisé à la fin du XVIIIe siècle par Coulomb, suite à un prix qui avait été lancé par l'Académie des sciences, donc en 1779, donc un prix sur le frottement et la roideur des cordes. En fait, c'était pour des raisons pratiques, puisque il y avait beaucoup de problèmes qui venaient des frottements, en particulier pour la marine, parce que il y a des cordes, c'est pour ça que ça parle de roideur des cordes, on peut se demander ce que ça vient faire là. Et les cordes frottent donc sur les cabestans, et aussi en cale sèche, quand on fabrique ou qu'on répare un bateau et qu'on veut le relancer. Et à ce moment-là, il y a un frottement important du bateau qui était en bois à l'époque, sur des cales qui sont également en bois, et ça pouvait aller jusqu'à parce que la température monte au point qu'il y a un incendie et qu'on brûle le bateau, quoi. Donc c'était pas le but recherché. Ou alors le bateau se bloque parce que le frottement est trop grand. Et puis on sait plus quoi faire parce que une fois que vous avez un bateau qui fait quelques tonnes qui est bloqué par le frottement, pour le sortir, c'est pas facile. Donc c'était un problème alors ce qui est rigolo, c'est que c'était en fait le deuxième concours, c'est-à-dire que à peu près un siècle avant, il y avait déjà eu un concours sur le même thème qui avait été lancé par l'Académie des sciences et auquel avait répondu Amonton. Donc, en fait, les lois de Coulomb avaient déjà plus ou moins été
proposé par Amonton. Et il y avait d'ailleurs eu l'expérience de base qui est montrée, enfin qui est pas exactement celle-là, mais que propose Charles Coulomb, parce que l'Académie voulait aussi qu'il y ait un support expérimental. C'était pas simplement proposer un modèle, mais il voulait que ce soit une étude sérieuse qui s'appuie sur de nombreuses expériences. Et donc l'expérience de base sur laquelle repose la théorie de Coulomb avait déjà été faite par Léonard de Vinci quelques siècles plus tôt. Donc c'est pas un problème récent, et les modélisations a été assez longue. Il s'est passé quelques siècles entre Léonard de Vinci et Coulomb. Donc c'est pas forcément étonnant que les étudiants aient un peu de mal, par exemple, à assimiler les notions sur le frottement solide. Alors je vais écrire un tout petit peu de mécanique. Je pense pas que ça gêne beaucoup les gens dans la salle, mais je vais essayer de pas être trop compliqué. Donc c'est de la mécanique de niveau assez élémentaire. Donc si on pose le bloc sur le plan et qu'on incline le plan d'un angle alpha et que le bloc ne bouge pas, c'est-à-dire tant que on n'a pas atteint l'angle critique auquel le bloc se met à bouger, eh ben, dans ce cas-là, il est facile de faire un bilan des forces. Donc, essentiellement, c'est le poids qui s'applique sur l'objet. Et le poids, on peut le décomposer en une composante qui est perpendiculaire à la surface, au plan, et une composante qui est parallèle au plan. Donc, ces composantes par projection, c'est simplement le poids, c'est mg, multiplié par le cosinus de l'angle pour la composante perpendiculaire au plan, et pour la composante parallèle au plan, ça sera le poids mg multiplié par la sinus de l'angle. Et pour que ça soit en équilibre, il faut qu'il y ait des forces qui s'opposent. Hein, et donc ces forces, ça va être la réaction du support, la réaction normale N ici, et le frottement exercé par le support sur le bloc, que j'ai noté F. Donc on a une relation qui est donnée par l'équilibre. Donc la composante normale ici la réaction du plan, ça sera mg cosinus alpha en norme, et la composante de frottement, ça sera mg sinus alpha, et on n'aura pas de mouvement tant que l'angle est plus petit, l'angle alpha est plus petit que l'angle d'avalanche, hein, l'angle auquel ça se met à glisser, alpha A. Et donc ça correspond, si je regarde le rapport de ces deux termes, de frottement divisé par la réaction du plan, à ce que, il y a une erreur, c'est égal, f sur n qui est égal à tangente alpha doit être plus petit que la tangente de alpha, et qu'on va appeler le coefficient de frottement, et qui est noté mu. Et je l'introduis parce que j'en ai besoin. En fait, c'est un ingrédient de base pour les écoulements granulaires, ce coefficient de frottement. Hein, donc c'est pour ça que je le rappelle ici. Donc en corrigeant la petite erreur là, c'est égal et pas inférieur. Donc, si on regarde par analogie avec le tas, on a envie de dire qu'il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire que le tas est statique sans avalanche, si la tangente de l'angle ici que forme le bord du tas avec l'horizontal est plus petite qu'un certain coefficient de frottement interne, hein, donc le coefficient de frottement entre les grains, et qui va correspondre à la tangente de l'angle d'avalanche. Donc, tant que la tangente de l'angle ici est plus petite que la tangente de l'angle d'avalanche, qu'on va appeler coefficient de frottement interne, eh bien, on n'aura pas d'avalanche. Alors après, se pose la question de savoir ce que c'est que ce truc-là, μi, et quelle est la relation avec le coefficient de frottement entre les grains. C'est si je prends deux grains, hein, on peut les faire frotter l'un contre l'autre, et on peut mesurer aussi un coefficient de frottement. Et c'est pas simple. Donc ça, c'est des problèmes qui sont pas complètement résolus, loin de là même, parce que on trouve que ce coefficient de frottement interne n'est pas égal au coefficient de frottement entre les grains, et en particulier parce qu'il y a une composante géométrique au frottement. Hein, donc il y a un frottement géométrique qui est indépendant du frottement entre les grains. Et on le voit bien, par exemple, si on empile des oranges, on peut avoir un angle de tas qui est très élevé, hein, qui est beaucoup plus élevé que l'angle de frottement entre les oranges. D'accord, si vous balancez des oranges comme ça, vous allez obtenir un certain angle si vous les empilez. Donc ça veut dire qu'il y a bien un côté géométrique
donc dans le frottement. Et donc c'est une question qui est question complexe et qui n'est pas résolue. En fait, on ne sait pas calculer l'angle de frottement interne à partir de l'angle de frottement entre les grains. Parce que il y a toute la description géométrique du tas qui nous échappe largement. Qui fait intervenir des aspects aléatoires aussi. Alors, donc ça c'était une question que je voulais évoquer, et l'autre point sur la physique du sable que je voulais évoquer aussi, parce que je vais y faire référence après, c'est la ségrégation. Et si on prend du sable hétérogène, du sable qui n'est pas classifié, qui a une composition en taille différente, on obtient des choses bizarres. Cette bouteille contient un mélange de grains de tailles différentes, de gros grains blancs et de petits grains rouges. Au fur et à mesure que le monticule s'élève, à chaque avalanche, le mélange s'écoule sur la pente du tas. Les grains se séparent alors selon leur taille. Les plus petits, qui ont un angle d'avalanche plus grand, restent plutôt au centre, tandis que les plus gros roulent sur les côtés. Ce phénomène, appelé ségrégation granulaire, se produit chaque fois que des grains différents sont mis en mouvement. Donc ça montre qu'il y a une tendance spontanée, en quelque sorte, à une séparation des grains suivant leur taille. Et ça va bien sûr avoir des conséquences pour les écoulements naturels, puisque ils se présentent souvent une polydispersité. On a des grains de différentes tailles et de différentes formes. Et donc, on va retrouver ça va être responsable d'un certain nombre de phénomènes qui apparaissent spontanément dans les écoulements naturels. Alors, j'ai une autre petite... Non, ça c'est la même. Voilà. Alors, une autre manifestation de cette ségrégation, c'est l'effet noix du Brésil. La noix du Brésil. Des billes de verre sont enfoncées dans du sable fin. Les chocs font remonter les billes à la surface du sable. À chaque impact, sable et billes de verre sont soulevés. Avant de retomber, des grains de sable glissent sous les billes de verre. Celles-ci remontent peu à peu. Alors, dans ce cas, l'un des mécanismes, je vais juste après qu'il y en a d'autres, c'est que quand on secoue, donc tout le monde se soulève, mais ça laisse un espace, en particulier en dessous du gros grain, dans lequel s'empressent et se glisser les plus petits, parce que c'est plus facile pour eux. Et donc, quand ça retombe, la grosse bille ici ne va pas pouvoir retrouver sa place, parce que sa place est prise par les petites. Donc, on a un mécanisme de tamisage spontané, en quelque sorte, grâce au fait d'avoir secoué. Et donc ça c'est un des mécanismes qui provoque la remontée des gros objets, disons, à l'intérieur d'un milieu granulaire. Donc ce qu'on peut voir aussi
les cailloux ou les pierres qui remontent à la surface du sol. Il n'y a pas que ce mécanisme-là, hein. Donc j'en évoque un autre, mais dans le cas des remontées de pierres, il y a aussi les aspects gel-dégel qui font un peu comme secouer le sol. D'ailleurs, ce phénomène est visualisé de façon impressionnante dans le désert d'Atacama. On voit à certains endroits du désert, il y a une véritable armature de cailloux à la surface du sable. Donc un autre mécanisme, hein, qui est proposé pour expliquer cette remontée, c'est la convection. C'est-à-dire que quand on secoue, du fait des frottements sur les parois latérales du récipient, les grains qui sont au milieu montent plus facilement que les grains qui sont au bord, parce que cela frotte sur la paroi. Et donc ça va entraîner un mouvement de montée relative des grains au milieu, et il faut que ça soit compensé, parce qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui descendent, puisqu'il y en a qui montent. Et donc ça va être un mouvement qui est de descente ici sur la partie où ça se déplace moins, hein, qui est le bord. Et donc une grosse bille qui est au milieu va être entraînée, va remonter, mais après elle va avoir beaucoup de mal à redescendre ici, parce que il y a l'épaisseur ici qui redescend est plus petite que elle n'a pas la taille de la grosse particule. Donc il y a une partie non négligeable aussi de cette ségrégation qui est liée au mouvement interne, ce qu'on appelle des mouvements de convection à l'intérieur du milieu. Voilà. Alors, pour terminer sur cet aspect de physique un peu descriptif sur les grains, je voudrais souligner que ce dont j'ai parlé, c'est des phénomènes qui ont l'air simples, mais qui sont extrêmement complexes en fait, très difficiles à modéliser, et en plus de ça, il y a quelque chose qui apparaît même quand on a des billes de verre, des choses très simples, c'est que généralement dans un écoulement, vous avez plusieurs états, on pourrait dire, qui sont plutôt des phases granulaires. Donc par exemple ici, pour un sablier, donc dans la partie qui coule ici, les grains sont pas en contact, et essentiellement ils entrent en collision les uns avec les autres. Donc si on prend une image moléculaire, ça serait un gaz, hein, avec des particules qui sont plus ou moins distantes et qui essentiellement interagissent par collision. À la surface il forme un tas là en dessous. À la surface de ça, vous avez quelque chose qui coule, un écoulement granulaire, donc ça a un comportement de type liquide. Et puis, en dessous, vous avez une partie statique, hein, du tas, et qui est représentée ici. Donc vous avez l'équivalent de 3 états dans le même écoulement. Et il est très difficile de modéliser à la fois ces 3 états. Donc on a développé des modélisations pour la partie gaz, hein, pour la phase gazeuse, qui s'inspire, donc on appelle la théorie cinétique des gaz granulaires, qui s'inspire de la théorie cinétique des gaz de molécules. Dans la partie liquide, où les interactions sont plus complexes, il y a eu des propositions, en particulier une proposition de rhéologie qu'on appelle la rhéologie mu de I, je vais pas la décrire, mais qui est beaucoup utilisée par les granularistes. Et puis dans la partie solide, donc c'est plutôt des gens qui font de la mécanique des sols qui ont développé des approches d'études de plasticité. Enfin, ils ont utilisé la théorie de la plasticité. Le problème, c'est que ces 3 théories n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, et qu'il n'y a pas elles se parlent pas, quoi. Il n'y a pas de langage commun pour les faire discuter ensemble. Et donc, du coup, on peut pas avoir une description unifiée de l'ensemble de l'écoulement. Et donc ça, c'est un gros problème pour la modélisation. Voilà, j'en dirai pas plus parce que après ça deviendrait vite compliqué. Donc je vais passer à la deuxième partie, hein, qui est le lien entre expérience de laboratoire et observation de terrain. Donc alors, je vous renvoie à un très bon article qui porte exactement là-dessus, hein, donc From Laboratory Experiments to Field Observation. Donc un article que j'ai écrit avec des collègues, dont des géologues, et qui traite essentiellement le problème que je vais évoquer. Donc cet article aborde différents types d'écoulements naturels. Donc, je les évoque très vite, pas tous, hein, d'ailleurs.
par exemple les écoulements pyroclastiques, c'est-à-dire les trucs qui se produisent à la surface des volcans quand on a une éruption. Donc c'est très spectaculaire et c'est des trucs assez énormes. Les dépôts, parce que essentiellement ce qu'on retrouve, enfin des fois on peut voir, hein, mais il faut pas s'approcher trop. Et donc l'objet qui est le plus facile à étudier, c'est les dépôts. Donc par exemple ici des dépôts d'avalanche. Alors ici vous avez des dépôts d'avalanche de débris qui font un volume de 26 km3 à peu près. Enfin, c'est estimé, donc vous voyez l'ampleur du truc. Mais il y a des choses encore plus grosses. Par exemple sur Mars, il y a des énormes dépôts issus de glissements de terrain. Donc ici dans Vallée Mariensis, alors l'échelle c'est 5 km. Alors vous voyez vous voyez la coulée, ça représente une quinzaine de kilomètres de coulée. Et ça, c'est des coulées aussi, hein, des goulisses sur une méga dune sur Mars. Alors, il y a des très gros trucs sur Mars parce que la gravité est plus faible, donc c'est plus facile. On peut avoir des très gros volcans, des très grosses dunes, des très gros glissements de terrain parce que c'est pas écrasé par la pesanteur. Donc c'est un terrain d'observation qui est intéressant. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder, mais on aborde tout un tas de types d'écoulements naturels. Donc par exemple, les avalanches de débris. Alors, ce sont des écoulements rapides de grand volume, hein. Je parlais de 26 km3 pour celui que j'évoquais avant, mais c'est toujours des gros trucs, hein. C'est plusieurs kilomètres cubes en général. Et c'est fait sur des pentes qui peuvent être assez fortes, ou moins fortes, en montagne ou sur les flancs de volcans. Souvent, c'est comme ce qui est représenté là-haut. Hein, donc, vous avez un flanc de volcan qui se décroche. Souvent, c'est parce que le cône volcanique se déforme, parce que sous la pression, ça peut être pour des raisons hydrothermales, parce qu'il y a de l'eau qui est dans le cône volcanique et puis qui chauffe. Et à ce moment-là, il y a de la vapeur, ça commence à gonfler. Et puis, donc le flanc du volcan se fissure et floup, ça se met à glisser. Donc, vous avez quelques kilomètres cubes de matière qui dévalent. Donc, ça donne des glissements qui peuvent être importants et qui vont s'étaler sur des distances qui peuvent être assez colossales. Hein. On a ici, par exemple, l'échelle, c'est 10 km. Donc, vous avez un truc qui s'étale sur 30 km, quoi, hein, donc vous avez un dépôt sur 30 km. Alors que, bien sûr, le truc dont ça vient, la montagne ou le volcan, il fait pas 30 km de haut. Donc ça veut dire que ça a été loin, hein, par rapport à la hauteur dont ça dévale. Et donc c'est une question, pourquoi ça va aussi loin? Comment c'est possible que ça puisse s'étaler de cette façon? Alors ça peut être canalisé dans une vallée, ou carrément partir un peu dans tous les sens, et donc avoir on a des dépôts qui sont de formes assez variées. Hein. Ici, vous avez, par rapport au dépôt que j'ai montré précédemment, donc vous avez un dépôt qui est beaucoup plus étalé. Donc il y a toute une variété de ces objets-là. C'est donc une variété de composition, une variété de formes, une variété de distance, une variété de volume, etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à étudier, d'autant que elles sont difficiles à prévoir, ça se produit spontanément, et c'est une menace qui peut être très importante pour la vie humaine et pour les infrastructures, et ça se produit de plus en plus souvent, à cause du réchauffement climatique, hein. À cause des événements pluvieux intenses qui peuvent se produire de façon plus fréquente, et donc qui vont apparaître comme des éléments déclenchants. Par exemple, il y a eu un tremblement de terre en Chine en 2008 qui a provoqué un glissement de terrain. Donc on estime à peu près 20 000 morts, hein, les effets de ce glissement de terrain. C'est difficile d'avoir un chiffre précis puisque les autorités chinoises ne sont pas extrêmement communicatives sur la question. Donc on a des événements qui sont catastrophiques, qui peuvent être vraiment d'ampleur considérable. Et donc c'est important pour les géophysiciens de connaître la mobilité de ces écoulements, de savoir où ils vont passer, jusqu'où ils vont aller, et pour pouvoir évaluer le risque et éventuellement dégager les zones, enfin provoquer des évacuations, etc. Donc c'est une affaire qui, pour la société, présente une importance qui est claire.
Alors, donc, il y a depuis déjà pas mal d'années, les gens ont essayé d'étudier la mobilité de ces écoulements. Donc, la méthode la plus simple, classique, hein, c'est de calculer le rapport H sur L, H étant la hauteur dont part le dépôt qui va glisser, et L, la longueur, la projection horizontale du déplacement. Donc au moins, alors on peut le faire sur le point le plus haut ou sur le centre de gravité, mais en fait ça change rien de toute façon sur les statistiques qu'on obtient. Donc et ça, on l'appelle mu, on le considère comme un quotient de frottement, parce que par analogie avec ce que j'ai raconté sur les lois de Coulomb. Donc c'est un quotient de frottement apparent. Alors normalement, quand on fait une expérience en labo, on trouve des coefficients de frottement apparents qui sont de l'ordre de 1,5 en général. Mais et on peut regarder ce que ça donne pour des avalanches de débris. Donc ici, vous avez plein de données. Donc ça, c'est déjà vieux, hein, c'est ce genre d'études. Donc sont reportés. Donc les triangles ici, c'est des écoulements pyroclastiques, hein, donc de type cendre. Voilà. Les ronds, c'est des avalanches de débris volcaniques de petits volumes. Les ronds pleins, ça c'est pour les ronds vides. Les ronds pleins, c'est des avalanches de gros volumes. Et puis les carrés, ce sont des avalanches de débris non volcaniques. Donc on a reporté ici H, la hauteur dont ça dévale, et ici la longueur. Et on a regardé, parce que pour avoir ici la pente, hein, donc on essaye de faire passer des droites, et on regarde quelle est leur pente. Et on se rend compte, alors c'est des échelles logarithmiques, donc mais c'est une droite de pente 1, donc et on trouve non, enfin du coup la droite est de pente 1, mais on lit après les coefficients de frottement. Donc les coefficients de frottement qui correspondent, eh bien on trouve des coefficients de frottement, effectivement il y en a qui sont de l'ordre de 1,5, mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus petits, ça va jusqu'à 0,05, c'est-à-dire 10 fois plus petit que ce qu'on trouve en laboratoire. Et je vais le montrer juste après, il y a un lien entre... ça, c'est vérifié un peu par tout le monde, enfin c'est regardé sur un peu tout le monde. Et quand on essaye de regrouper après, en fonction du volume, par exemple, ici vous avez le logarithme du coefficient de frottement apparent en fonction du logarithme du volume de l'avalanche ou de l'écoulement. Eh bien, donc ici, on a regroupé ici la zone qui était occupée par les écoulements pyroclastiques, la zone qui était occupée par les avalanches de débris volcaniques, la zone qui était occupée par les avalanches de débris non volcaniques. En fait, on trouve qu'ils sont un peu tous dans le même volume, et que plus le volume lui-même de l'avalanche est important, plus le coefficient de frottement effectif est faible. C'est-à-dire qu'il semble que il y ait un lien entre... c'est-à-dire plus ça va aller loin, parce que plus le coefficient effectif est petit, et plus l'avalanche ou l'écoulement va aller loin. Donc les écoulements de gros volume, les avalanches de gros volume sont beaucoup plus dangereuses, à la fois parce qu'elles ont un gros volume, mais aussi parce qu'elles vont plus loin. On n'est pas dans le bon cas, quoi. D'autre part, vous avez, à volume égal, hein, vous avez des mobilités des coefficients de frottement qui sont tout à fait analogues. Donc ça veut dire qu'indépendamment de la composition et de la nature de ces écoulements, hein, on a des comportements qui sont les mêmes. Alors on retrouve cette idée d'universalité. Donc pour le physicien, ça veut dire, il se dit, si on a ces mobilités qui sont semblables, c'est que les mêmes mécanismes physiques sont à l'œuvre et on peut essayer de les trouver. Et donc, il y a deux observations qui découlent de ça, c'est que d'une part, on peut espérer pouvoir faire de la physique là-dessus, d'autre part, il y a une corrélation qui semble nette entre le volume de l'avalanche et le glissement qui va s'opérer. Alors, il y a donc des collègues qui ont regardé le même genre de choses, mais pas seulement sur Terre, mais aussi sur tout un tas d'autres corps célestes. Donc il y a la Terre, mais il y a aussi Mars, il y a aussi les satellites de Saturne, de Jupiter, voilà. Bon. Et donc ils ont observé que sur toutes les planètes, on retrouve la même chose. Les glissements de terrain les plus importants ont une mobilité anormalement élevée.
Et ils se sont amusés à essayer de reproduire ces glissements de terrain par simulation numérique. Je ne vais pas donner le détail de la simulation numérique, mais en gros, pour chaque glissement, ils vont essayer d'ajuster par une sorte de méthode inverse les coefficients de frottement pour retrouver les mêmes formes de dépôt. On sait d'où c'est parti, puisqu'il y a une sorte de cavité, en gros c'est parti. On sait où c'est arrivé, et à partir de ces informations, on essaye de trouver, de reproduire par simulation numérique, et on ajuste les paramètres pour les obtenir. Donc on va en déduire, ils vont déduire le coefficient de frottement avec le sol, le coefficient de frottement entre l'écoulement et le sol, celui qui donne la meilleure reproduction du dépôt, mais ils vont aussi en déduire des vitesses d'écoulement. Ils arrivent à obtenir ça. Et donc, si on reporte d'une part le coefficient de frottement effectif en fonction du volume, on retrouve cet affaiblissement du coefficient de frottement au fur et à mesure que le volume augmente. Donc ça, aussi bien pour ce qui est sur Terre, donc c'est les ronds bleus, que sur Mars, qui sont les carrés jaunes, que sur Japet, qui est un satellite de Saturne, et sur Io, qui est satellite de Jupiter. Et donc, ce phénomène, il est universel et se produit sur des planètes où il n'y a pas d'eau, ou très peu. Sur Mars, il n'y a pas beaucoup d'eau liquide, en tout cas. Et donc, ça veut dire que probablement, le mécanisme qui était proposé jusque-là par les géologues, qui était que c'était l'eau qui permettait de mettre en quelque sorte en suspension et qui permettait que l'écoulement aille plus loin, ce mécanisme n'est probablement pas le seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il semble pas déterminant puisque on observe sur des planètes où il y a a priori pas d'eau. D'autre part, la vitesse, donc ici ils ont reporté la vitesse U, de vitesse moyenne, en fonction de l'épaisseur moyenne de l'écoulement, et ça ici c'est renormalisé, c'est U sur H, racine de H, c'est-à-dire que c'est pour obtenir la dépendance de la vitesse en fonction de l'épaisseur de l'écoulement, et donc on obtient, tout calcul fait, que la vitesse de glissement, je vais l'appeler comme ça, elle varie comme l'épaisseur à la puissance 1 quart. C'est ce qu'ils obtiennent. Et c'est une loi d'échelle qui n'était pas du tout observée en laboratoire et qui était même complètement contradictoire avec ce qu'on appelle la loi de Bagnold, qui était la pierre de Rosette de ceux qui feront des écoulements granulaires, et qui donne une puissance qui est beaucoup plus grande, qui n'est pas du tout 1 quart. Et donc, ils concluent leur étude en disant, là j'ai traduit simplement, puisque l'article est en anglais, la loi de frottement obtenue dans les expériences de laboratoire sur les écoulements granulaires n'est pas compatible avec les observations de terrain. C'est très, très clair. Et plusieurs explications peuvent être proposées. En particulier, on peut supposer que des expériences de laboratoire qui portent sur des perles de verre, plus ou moins calibrées, ne puissent pas rendre compte de la complexité phénoménale des écoulements naturels. Il y a des distributions de taille, de forme, de particules, la nature des matériaux, etc. Donc, est-ce qu'il faut en conclure, est-ce qu'il faut suivre les auteurs et en conclure que les jeux de laboratoire des physiciens sont totalement inutiles pour les géologues, que ils peuvent continuer dans leur coin, mais ça servira jamais à personne. Donc ma réponse est non, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais revenir au laboratoire pour ça. Et donc on a fait un certain nombre, ça fait déjà quelques années, on a lancé des programmes de simulation intensifs. Donc c'était avec l'aide d'un postdoc qui s'appelle Nicolas Brodu, qui est en fait numéricien et qui actuellement est chercheur à l'INRIA à Bordeaux, mais à l'époque il n'était pas encore chercheur à l'INRIA à Bordeaux, il était postdoc chez nous. Et donc on a lancé ce qu'on va appeler des expériences numériques, puisque c'est des simulations dans lesquelles on simule les grains de façon individuelle, on suit chaque grain dans ses pérégrinations et ses interactions avec ses copains. Donc on a quelques milliers ou dizaines de milliers de grains, et pour chacun des grains, on va écrire les lois de la mécanique, et puis on va les suivre. Et on a fait des simulations d'écoulement gravitaire, sous l'effet de la gravité, sur un plan incliné, confiné entre des parois lisses,
parce que ça nous paraissait intéressant de regarder ça. Donc dans une sorte de chenal. Donc on a des conditions aux limites dans la direction de l'écoulement qui sont périodiques, donc en réalité, c'est comme si on avait un écoulement infini. Il n'y a pas de... Et par ailleurs, les paramètres qu'on entre dans la simulation, c'est l'angle d'inclinaison ici du plan incliné et l'épaisseur de l'écoulement, c'est-à-dire la quantité de grains qu'on met dans la boîte, qui nous donne l'épaisseur de l'écoulement. Et on obtient, suite à des simulations où on fait varier les paramètres, vous avez ici l'angle qui varie, vous avez ici l'épaisseur de l'écoulement qui varie, et on a remis la vitesse moyenne VL divisée par la hauteur à la puissance 1/4, c'est-à-dire le scaling qui avait été observé dans les observations de terrain sur toutes les planètes, là, ce que j'évoquais tout à l'heure, et on a les courbes qui se rassemblent, on obtient une loi d'échelle qui me confirme que la vitesse moyenne est bien proportionnelle à l'épaisseur à la puissance 1/4. Bon, il y a un facteur ici qui correspond à l'angle. Et donc, on a une variation qui est assez faible, parce que 1/4, c'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que la vitesse, elle augmente assez lentement, en fait, avec l'épaisseur de l'écoulement. Donc aussi avec le volume, puisque ici, la seule chose qui peut varier pour le volume, c'est l'épaisseur de l'écoulement. Et donc, on retrouve la même loi que pour les expériences de terrain. Alors pourquoi on trouve cette loi alors que personne ne l'a trouvée? Parce que, en fait, quand on regarde, donc là, ça ici, c'est des profils de vitesse, c'est-à-dire, c'est la vitesse, ici, ça c'est la hauteur des grains, donc ça c'est le fond ici, et donc ici, il faudrait mettre des flèches ici, qui représenteraient le module de la vitesse, l'ampleur de la vitesse. Et vous avez ça pour différents angles. Donc pour les petits angles, quand c'est pas très incliné, on n'a pas des vitesses très grandes, et on a une variation de la vitesse qui correspond en gros à ce que les gens avaient observé jusque-là, qui va nous donner cette fameuse loi de Bagnol. Mais quand on augmente l'angle, on observe que ce qui joue principalement dans l'augmentation de la vitesse, c'est le glissement. C'est-à-dire que c'est le glissement à la base qui augmente, beaucoup plus que la vitesse qui est issue du cisaillement. Et donc l'ingrédient principal de cette loi d'échelle, c'est en fait la vitesse de glissement, au fond. C'est le glissement Alors en réalité, c'est pas un vrai glissement du point de vue des grains, parce qu'ils roulent. Donc là, c'est la vitesse globale des grains, mais ils avancent en roulant en particulier. Surtout sur les couches ici du fond, ça roule pas mal. Et ça, c'est vu de dessus. Ça, c'est vu de côté, et ça, c'est vu de dessus. Et c'est pareil quand c'est vu de dessus. Donc ici, les flèches, ici, la vitesse, ce serait comme ça. Quand on augmente l'angle, on augmente la vitesse de glissement sur les parois latérales. Donc il y a essentiellement augmenter l'angle, ça aboutit à une augmentation du glissement sur le fond et les parois latérales, dans la même proportion. Ici, j'ai représenté la vitesse moyenne en fonction de la vitesse de glissement sur le fond, et donc pour tout un tas de valeurs des paramètres, et on trouve que essentiellement, c'est ça, ça manifeste le fait que l'augmentation de la vitesse moyenne, c'est en fait une augmentation de la vitesse de glissement. D'autre part, on a regardé le frottement, puisque c'était l'autre point qui intéresse les géologues. Et donc ici est représenté le frottement effectif à la base en fonction de l'angle d'inclinaison, et pour différentes épaisseurs d'écoulement. Et vous retrouvez des courbes qui sont à peu près parallèles, et la courbe est de plus en plus basse quand on augmente l'épaisseur, c'est-à-dire le volume. Donc le coefficient de frottement diminue avec le volume de l'écoulement, ce qu'on observe également dans les observations de terrain. Et c'est vrai aussi bien pour le frottement à la base que pour le frottement sur les parois latérales. Donc, on retrouve bien une diminution des coefficients de frottement avec le volume. Enfin, ça c'est plus récent, c'est des simulations qui ont été faites avec les mêmes programmes, mais par une doctorante chinoise qui s'appelle Yajuan Zhu, et qui a fini sa thèse, qui est repartie en Chine. Et donc, on a pu montrer qu'il y avait une sorte de loi universelle pour la condition limite, c'est-à-dire pour le glissement. Donc, ça ici,
c'est un nombre de fraudes pour les spécialistes de mécanique des fluides. Donc, c'est la vitesse de glissement en un point de la paroi, divisé par, ici, une pression divisée par la masse volumique. Hein. Donc, en gros, la masse volumique, de toute façon, elle est fixe dans l'histoire, et les choses qui peuvent varier, c'est la vitesse et la pression. Elles sont calculées localement en un point de la paroi. Et donc, on a reporté le glissement local, hein, donc calculé comme le rapport entre la force de frottement et la force de pression, en fonction de ce nombre de fraudes locales. Et on trouve une loi universelle, c'est-à-dire que ce qu'on soit sur les parois latérales ou au fond, qu'on soit en n'importe quel point, on obtient que tout se regroupe hein, sur une seule courbe. Et c'est vrai aussi bien pour des écoulements stationnaires que pour des écoulements instationnaires. Donc c'est quelque chose qui apparaît extrêmement robuste. Et de là découle, en fait c'est une sorte de condition limite, de là découle le comportement observé par les géologues. Puisque quand l'épaisseur des découlements augmente, la vitesse va augmenter comme l'épaisseur à la puissance 1 quart, et le nombre de fraudes, lui, il va diminuer, puisque le nombre de fraudes, il va être comme la vitesse divisée par la racine de la pression, c'est-à-dire la racine de l'épaisseur des découlements, et donc il va diminuer comme h puissance moins 1 quart. Et donc le frottement, qui est une fonction monotone croissante du nombre de fraudes, va diminuer, puisque le nombre de fraudes diminue, le frottement diminue également. Hein. Si je reviens ici, si j'ai mon nombre de fraudes qui baisse quand j'augmente l'épaisseur, le frottement va également diminuer. Donc ça explique que on est bien, quand le volume augmente, une diminution du coefficient de frottement. Et ça, c'est une conséquence d'une sorte de condition limite qui semble assez universelle. Alors ça, c'est des simulations numériques, hein, donc il restait à vérifier expérimentalement. Ça a été fait avec des collègues qui sont à Clermont-Ferrand. Donc je décris pas longuement l'expérience. C'est une expérience très simple. Vous avez un plan incliné, des grains, on les lâche, et il y a ici des capteurs de force qui sont sur le fond. On mesure les composantes normales et la composante de frottement, le N et le F qu'il y avait dans la loi de Coulomb. On calcule le rapport. Et donc on a reporté ici donc le frottement mesuré en fonction du nombre de fraudes mesurées, et donc on retrouve la même forme de loi. Et ça mesuré en différents endroits pour différentes épaisseurs d'écoulement, etc., pour différents angles. Et ici la loi d'échelle, hein, donc la vitesse moyenne divisée par l'épaisseur à la puissance 1 quart, hein, en fonction de l'angle, et on retrouve cette loi d'échelle. Avec un peu de bruit, bien sûr, parce que c'est des expériences, c'est jamais aussi simple à mesurer que dans les simulations numériques. Donc, pour conclure, je dirais que les lois d'échelle qui sont observées par les géophysiciens sur les écoulements naturels, que ça soit, parce qu'il y avait tout dans les données que j'ai montrées, il y a des agences de débris, des glissements de terrain, etc. Sur Terre, sur les autres planètes, etc., ça vient des conditions limites, en fait. Ça vient pas de la rhéologie interne du milieu, c'est complètement piloté par les conditions limites. Or, les granularistes, depuis des années, des dizaines d'années, ne se sont pas intéressés aux conditions limites. Les gens se sont focalisés sur la rhéologie interne. Alors, ils ont fait des progrès dans ce domaine, mais on peut se demander effectivement quelle est l'utilité de ça, puisque de toute façon, ça s'applique pas aux écoulements naturels. Donc, après, je sais pas exactement pourquoi. Enfin, je peux proposer des explications, mais il y a sûrement un truc un peu sociologique derrière. Pourquoi les gens se sont obstinés à chercher des lois rhéologiques internes au lieu de s'intéresser à ce qui se passait sur les conditions limites. D'autant que ces conditions limites, elles ont aussi un caractère universel. Il y a des lois universelles, donc ça devrait intéresser tout autant. Et on voit du reste que la prise en compte de ces conditions limites va conforter le caractère universel du comportement des milieux granulaires, puisque ce qu'on trouve dans les simulations numériques ou dans les expériences de laboratoire, ça va s'appliquer. Donc la réponse à mes collègues géologues qui disent que les lois observées en laboratoire ne peuvent pas s'appliquer aux écoulements géologiques, je leur réponds, je les connais bien, et je pense qu'ils sont d'accord avec moi maintenant.
on peut parfaitement expliquer ces comportements de grande ampleur des écoulements naturels à partir des études de laboratoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Et au début, je voudrais m'excuser pour les collègues qui nous suivent sur Internet. Le lien n'a pas marché au début. Donc, toutes les excuses parce que c'est la technologie. Et ensuite, il y aura une belle vidéo après. Voilà. Ceci étant dit, on va passer aux questions, réponses, commentaires. Peut-être une solution des problèmes que Bruno Delaney des problèmes qu'il a posés tout à l'heure. Oui. Attends. Je te donne le micro, s'il te plaît. Comme ça, l'enregistrement sera bien fait. Merci pour cette conférence, c'était vraiment intéressant. Silt, c'est un terme français, ça se dit en français aussi? Oui, je pense que c'est... Ouais. Les géologues l'utilisent, donc ouais. Je pense que c'est... Quand on dit qu'il pleut du sable, en fait c'est plutôt des silts, non? Oui, oui. Parce que vous n'avez pas trop distingué, en fait. Est-ce que les comportements, c'est les mêmes, justement, entre gravier, sable et silt? Alors, entre roche, gravier, sable, la physique est analogue. Quand on arrive à des objets trop petits, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que d'une part, on peut plus négliger les interactions de nature complexe, disons, entre les grains. Donc, par exemple, les forces de Van der Waals vont intervenir. Les effets de l'humidité, des effets capillaires, peuvent être aussi beaucoup plus importants. Donc, et aussi les effets électrostatiques. Donc, ça peut plus être, c'est difficile d'appliquer des notions de granulaire sec à des poudres fines. Même si ça peut quand même apporter des choses, mais il y a des choses en plus en général. C'est-à-dire, on peut pas ne pas avoir en tête, disons, les autres effets qui pourraient apparaître. Et de toute façon, on le voit bien quand on prend de la farine, par exemple. Si on compare le comportement du sucre en poudre et de la farine, il n'y a pas besoin de regarder très longtemps pour se rendre compte que ça fait pas pareil, quoi. Ça coule pas pareil. Si on veut les mouiller, mouiller de la farine, ça fait des choses qui peuvent être assez, c'est pas forcément facile. Et donc tout le monde connaît les grumeaux qu'il y a avec la farine. Donc le comportement, oui, peut être assez différent. Maintenant, c'est pas non plus tous les comportements ne sont pas différents. Il y a quand même des choses qui restent vraies, même pour des grains plus fins. Et en plus, dans les silts, on va avoir des choses plus ou moins fines. Et puis, c'est pareil, ça va dépendre de l'humidité. Si c'est très sec, il n'y aura pas une tendance aussi forte à former des grumeaux, par exemple. Et les effets électrostatiques vont surtout se manifester dans l'interaction de la poudre avec les parois. Donc, si on essaye de faire passer dans un tube fin, par exemple, ça va poser des problèmes. Mais sur un nuage, ça va pas forcément avoir un effet majeur. Bon, après, on peut imaginer que quand il y a une quantité de charge qui est suffisamment grande, on puisse avoir des choses. Peut-être que Sébastien, d'ailleurs, en sait plus que moi là sur ce sujet-là, parce que moi, c'est pas mon sujet, les poudres. Mais je suppose que quand on a une accumulation de charges suffisamment importante, on peut avoir des effets sensibles. Il y a des gens qui ont proposé, parce que on a vu sur Mars, par exemple, des dépôts ou des traces de quelque chose qui ressemble à un écoulement. Donc les gens ont dit il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur Mars parce que on voit comme des lits de rivière, on voit comme comme les Gullis que j'ai montré.
Et il y a d'autres gens qui ont dit mais il n'y a pas besoin d'eau. En fait, par exemple, d'autres types d'interactions peuvent parfaitement conduire à ce genre de structure, parce que ça n'a pas un comportement de grain, quoi. C'est un comportement de poudre, et donc il va y avoir formation de structures qui peuvent paraître étranges, mais qui ne nécessitent pas d'eau en fait. J'ai une autre question en fait, donc j'ai vu perles. C'est vrai que les physiciens travaillent avec des perles de verre, d'après ce que vous dites. C'est vrai que parce que la granulométrie a l'air d'être à peu près la même partout. Je me demandais sur une coulée pyroclastique, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des morceaux du millimètre jusqu'au micron peut-être? Alors c'est bien pire que ça. Parce que pour un écoulement pyroclastique, on a généralement une sorte de panache de poudre fine qui peut aller très vite, c'est comme une suspension qui va dévaler la pente rapidement. Et puis après, on a le véritable écoulement granulaire qui suit et qui peut être composé de grains qui peuvent avoir des échelles très variables, parce que il y a de l'arrachement, parce qu'il y a une forte pression, et donc il peut y avoir des blocs qui ont la taille d'un immeuble. Hein. Donc ça va de la poudre quasiment du micron jusque à la dizaine de mètres, vingtaine de mètres. Quoi. Et dans le dépôt, on retrouve ça. Hein. Dans le dépôt, on retrouve une sorte de matrice de poudre. Et dedans, des espèces d'énormes blocs et c'est même assez étonnant, c'est que on retrouve certains blocs presque entiers. Donc il y a des trucs, je sais pas comment ça pèse, mais c'est la taille d'une maison, quoi. Et dans le dépôt, on le retrouve posé. Il est à 5 ou 10 kilomètres de l'endroit dont il est parti. Et il est pas cassé, rien. On le retrouve. Donc il a dû tranquillement se déplacer sur la poudre. Donc j'imagine que il y a eu un pré-écoulement de cette partie poudreuse, de cette suspension, qui est venu tapisser la zone, qui a fait une espèce de matelas sur lequel le reste a dû rouler. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça se comporte comme un écoulement sur fond lisse, parce que le fond il est rempli au départ. Il y a un pré-écoulement qui vient colmater, enfin, qui vient remplir toutes les fissures, le relief, etc., et qui forme un truc bien propre sur lequel viennent rouler les blocs plus gros. Merci. Autre question? Oui? Ouais, merci. C'était... Ouais, merci. C'était vraiment super. J'ai appris plein de choses. Je suis impressionné par cette manière finalement d'arriver de façon très empirique, si j'ai bien compris, à essayer de comprendre un peu quelles sont des lois très plus générales qu'on trouve pas soit par des simulations numériques ou par l'expérience. Et je me posais la question est-ce qu'on a une compréhension de certains phénomènes de façon peut-être plus j'ose pas dire ça, plus profonde, je sais pas. Par exemple, qu'est-ce qui nous autorise, est-ce qu'on sait ce qui nous autorise finalement à assimiler ce tas de sable à un solide sur une pente, parce que ça paraît quand même assez extrême comme approximation. Et puis je me posais aussi la question sur cette puissance 1 quart. Pourquoi 1 quart? Est-ce qu'il y a des raisons profondes, peut-être, je sais pas, d'analyse dimensionnelle ou autre, qui pourraient dire pourquoi on a ce chiffre-là et pas un autre, quoi? Alors c'est une bonne question, mais j'ai pas vraiment de réponse. Bon, déjà c'est récent, hein, on n'a pas eu le temps. Personne, disons, n'a eu le temps de creuser. Donc les simulations numériques, c'est comme des expériences en fait. Hein. Donc on obtient un résultat, mais c'est pas forcément facile de savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a des choses qu'on retrouve quand on développe des approches par la théorie cinétique des gaz granulaires. Donc on a commencé à faire ça. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver sur ce qui se passe sur les bords. Parce que faut voir aussi qu'on part de rien, puisque pratiquement personne n'a regardé les conditions limites. Donc par exemple, cette vitesse de glissement, on ne sait pas du tout d'où elle sort. Hein, et personne s'est intéressé à ça, donc il y a tout le travail est à faire. Donc on a regardé disons, sous l'angle théorique, par la théorie cinétique, puisque on n'a pas tellement d'outils théoriques hein, pour regarder ça.
La théorie cinétique, c'est à peu près la seule théorie ab initio qui puisse nous permettre d'essayer d'avoir un éclairage. Et on retrouve des choses, en fait, quand on compare les simulations numériques, parce que ce qu'il y a de bien avec les simulations numériques, c'est qu'on peut tout voir. On comprend pas forcément, mais c'est comme si on était sur les grains, quoi. On peut leur poser des questions et ils répondent. Sur les expériences, c'est plus dur. On peut difficilement demander à un grain quelle est la force qui s'exerce sur lui. Donc, on a pu comparer certaines relations, disons, qui étaient issues de la théorie cinétique avec des choses qu'on mesure en paroi sur les grains. Mais on n'arrive pas à une connaissance complète pour l'instant. Donc, par exemple, sur la loi d'échelle, on ne sait pas. Il y a des éléments intermédiaires, disons, qu'on peut montrer à partir de la théorie cinétique, mais on n'est pas encore au point de montrer ces lois d'échelle. En revanche, si on fait des modèles en utilisant alors pas tellement la loi sur la vitesse en h puissance 1 quart, mais l'autre, la condition limite. J'ai pas montré, mais on obtient d'autres conditions limites aussi. En fait, on a un ensemble complet d'équations à partir et on peut résoudre en écrivant sur des bilans globaux sur l'écoulement, à partir de ces conditions limites, on peut retrouver le mouvement, on peut décrire complètement le mouvement, et on peut retrouver ces puissances 1 quart, cette loi en puissance 1 quart. Donc, on sait que ça vient des conditions limites. Mais comment ça vient des conditions limites, ça, c'est pas facile. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les conditions limites, on écrit une équation différentielle, un bilan de force, en gros, et puis on résout le mouvement, et on trouve que la vitesse, c'est comme h puissance 1 quart. Mais, d'une part, on n'a pas une justification complète de ces conditions limites, et d'autre part, le passage local, disons, parce que ça c'est une résolution globale, mais si on veut résoudre en milieu continu, entre guillemets, c'est-à-dire si on veut essayer d'écrire les choses localement, ça je sais pas faire pour l'instant. Parce qu'il faut à ce moment-là une rhéologie interne, et je suis pas très sûr de la rhéologie qu'il faut utiliser, parce qu'il y a des parties de l'écoulement qui sont collisionnelles, donc qui seraient plutôt décrites par la théorie cinétique, et des parties de l'écoulement qui sont plus denses, qui seraient plutôt décrites par des équations de type fluide. Hein, des équations et on sait pas, mais c'est pas nous qui savons pas, personne ne sait comment faire exactement. Mais ça soulève plein de questions. Enfin, quand j'ai montré ces simulations la première fois à un collègue américain, Jim Jenkins, qui est un des pères de la théorie cinétique, il était estomaqué, il m'a dit comment une situation aussi simple, avec, il m'a dit, presque ennuyeuse, avec des conditions par Wallis, tout le monde aurait pensé qu'il n'y a rien à en sortir. Comment ça se fait que ce truc-là a pu donner des choses aussi riches? Parce que là, j'ai pas montré les écoulements, mais les écoulements qui sortent des simulations, ils sont extraordinaires. Donc on a en particulier des écoulements qu'on appelle des écoulements supportés. Donc c'est un cœur dense, très dense. Hein. C'est des fractions volumiques qui correspondent pratiquement à un solide, qui sont en suspension sur un milieu très agité, des grains qui rebondissent sur les parois et sur le cœur dense, et qui supportent le cœur dense, donc ça crée une très grande pression. Donc ça permet de supporter le cœur dense, et le cœur dense glisse au milieu de tout ça. Et ça, c'est une structure simple par rapport à tous les types d'écoulement, à la variété des régimes qui sont obtenus dans ces simulations. C'est pareil, ça ouvre un champ d'investigation qui est... Donc ça, j'ai pas montré, mais je me suis focalisé sur ces aspects d'avalanche. Mais il y a des choses assez extraordinaires en ce qui concerne la mécanique des fluides, disons, du fluide granulaire, quoi. Questions, commentaires? Oui. On passe à l'interro alors.
Merci pour cette conférence, c'était très enrichissant. Ça nous a appris plein de choses. Je pose des questions, c'est juste parce qu'il y a personne qui veut poser des questions. Donc voilà. Ma question, c'était entre l'expérience avec débit, puisque c'est le titre, et puis la réalité. Est-ce que, au niveau de l'expérience avec débit, est-ce qu'il n'y a pas on va dire, des problématiques qui n'existent pas dans la réalité, c'est-à-dire dans la mesure où avec les billes, il y a les problèmes du pavage de l'espace, un peu comme en cristallographie. Est-ce qu'on est en cubique face centrée, cubique simple, etc. Donc c'est un peu un milieu cristallin par rapport à la réalité c'est-à-dire le parallèle n'est peut-être pas exact, mais c'est le milieu amorphe. Est-ce qu'il n'y a pas un gap entre les deux qui... Voilà, donc ça c'était la première question, puis la deuxième, je lâche le micro. J'étais très intéressé par la théorie cinétique, ou plutôt par la notion de la température thermodynamique dont vous avez parlé, que l'on peut extraire, comme vous avez dit, des grains. Alors maintenant, mis à part la température, on peut peut-être aussi définir une entropie. Et puis vous avez dit qu'il y a plein de phénomènes dissipatifs là-dedans, et donc on peut peut-être suivre l'évolution de cette entropie pendant un écoulement, et puis peut-être qu'il y a des renseignements à tirer de là. Merci. D'accord. Alors pour la première question, donc alors effectivement, hein, si on fait des expériences avec des billes qui sont toutes strictement identiques, on peut avoir des problèmes. Donc généralement, on met une forme de polydispersité, hein, on met une variabilité du diamètre pour éviter ça. C'est pareil dans les simulations numériques. C'est même encore pire parce que dans les simulations numériques, on peut imposer que des billes soient réellement identiques. C'est plus dur dans la réalité, mais dans la simulation, c'est pas très dur. Et si on fait ça, on peut avoir des problèmes parce qu'effectivement, ça va se mettre en ordre. On va avoir des drôles de trucs qui vont se produire. Donc dans les simulations qu'on a réalisées là, on met une polydispersité avec une fluctuation de diamètre qui est de l'ordre de 10%. C'est-à-dire on met une distribution de diamètre, hein, donc c'est uniforme avec plus ou moins 10% de variation sur le diamètre. Et ça évite d'avoir trop de problèmes de mise en ordre. Sachant que on s'est rendu compte que en faisant ça, il y a quand même de la ségrégation. Il y a même avec une petite polydispersité, ça peut faire apparaître une forme de ségrégation. Je ne sais pas exactement où se situe la limite, mais de toute façon, il faut choisir. soit on a un problème de mise en ordre, soit on a de la ségrégation. Bon, après, il y a un petit domaine dans lequel la ségrégation n'est pas très forte, donc on fait comme si elle n'était pas là. En ce qui concerne les expériences, la polydispersité en général, elle se fait toute seule parce que c'est pas possible. Voilà. Si on achète des billes dans le commerce, elles sont pas calibrées de façon très. De toute façon, nous on n'utilise pas des grosses billes. Hein. C'est les billes qu'on fait couler dans les expériences, c'est des billes de l'ordre de 1 mm au maximum. Ça peut être 500 microns, 1 mm, bon, 2 mm dans les cas où sont les plus grosses, quand on veut vraiment voir les billes. Mais donc ces billes ne sont pas monodisperses, elles sont, quand ils les vendent, elles ont une distribution. Donc il y a rarement ce problème de mise en ordre. En revanche, les gens qui font des expériences en statique ou en quasi-statique, généralement ils veulent pouvoir observer tranquillement les billes, donc ils utilisent des fois des billes assez grosses, centimétriques. Et là, le problème, c'est qu'elles sont trop parfaites. C'est-à-dire que là, quand on achète des billes d'un diamètre d'1 centimètre, généralement, elles sont quand même bien calibrées. Et donc, souvent, on est obligé de mettre des intrus dedans ou de créer des conditions limites qui vont casser l'ordre. Donc, on va mettre comme des dents de scie, par exemple, sur les bords pour que ça puisse pas trop se mettre dans un ordre cristallographique. Donc, disons, les gens sont conscients de ce problème-là et ils essayent de l'éviter. Donc, souvent, en utilisant des choses polydisperses, hein, souvent. Donc, c'est pareil quand on fait des manips bidimensionnelles avec des pastilles,
on prend des pastilles de tailles différentes, on mélange des pastilles de tailles différentes pour pas que... Parce que là, en 2D, en 2 dimensions, hein, c'est la catastrophe. C'est très facile d'avoir des structures ordonnées, et ça va former des grumeaux, comme pour la farine, et ça va complètement perturber le truc. Donc, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, en ce qui concerne l'entropie, il y a des gens qui ont proposé des théories thermodynamiques qui introduisent une entropie. Ça, Sébastien connaît bien aussi. Il avait fait des choses là-dessus pendant sa thèse. Donc il y a en particulier Edwards qui a proposé une théorie, une thermodynamique des granulaires, mais c'est de la statique aussi, hein, en gros, enfin, ou de la quasi-statique. Donc c'est une entropie de configuration, en fait, c'est-à-dire qui dépend c'est essentiellement la variable qui intervient, c'est lié au volume occupé par les grains, le volume qu'il y a autour des grains, une sorte de zone d'influence des grains. Et ça va dépendre de l'ordonnancement géométrique. Donc c'est une sorte d'entropie qui est liée aux configurations géométriques de l'empilement. Mais ça a été proposé, et ça donne un certain nombre de choses intéressantes. Par exemple, pour la compaction des milieux granulaires, parce que la compaction, c'est quelque chose qui fait intervenir directement la géométrie de l'empilement. Donc, et sur lesquels on a travaillé, on avait publié des choses là-dessus, mais j'ai pas repris particulièrement par la suite. Et pour l'appliquer à des écoulements, je pense que c'est pas facile. C'est une chose qui serait intéressante à regarder, hein, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu d'idée sur la façon d'étendre ça aux écoulements, parce que dans les écoulements, la géométrie n'arrête pas de changer. Je sais pas très bien comment on peut étendre ces idées aux écoulements. Si j'avais des idées là-dessus, je pense que je les aurais déjà utilisées, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par ça. La modélisation, disons, thermodynamique des milieux granulaires, c'est quelque chose qui est susceptible d'intéresser de près la communauté. Je passerai la parole à Sébastien pour faire quelques commentaires. Tu as été sollicité plusieurs fois par le maître. Donc. Merci déjà Renaud pour cette présentation. Alors bon, moi, en tant que spécialiste du domaine, je vais essayer de faire j'ai un commentaire par rapport à ça pour essayer de remettre ça dans un contexte encore un peu plus général par rapport à ce qui a été présenté. Notamment, on voit qu'il y a cette transition entre un régime qui va être un régime à bas angle, par exemple, où on retrouve des choses de type Bagnold, un régime qui va être supporté où c'est les effets de paroi qui vont dominer. Et c'est assez intéressant par rapport à la remarque et la question qui a été posée sur les poudres. C'est quelque chose qui intervient notamment lorsqu'on essaye de relier les propriétés d'écoulement de poudre très cohésives avec leurs propriétés rhéologiques. De nombreux industriels se retrouvent bloqués parce que quand ils commencent à faire des mesures de rhéologie sur les poudres, et lorsqu'ils essayent de les mettre en écoulement à la sortie d'un sac, par exemple, tout ça est absolument pas corrélé. Parce que la poudre peut être fortement cohésive et très bien s'écouler. Au sens où elle va former des clusters énormes qui vont en fait glisser facilement sur la paroi. Et donc toute la ligne de production, finalement, va être contrôlée un peu à l'identique de ce qui a été montré là, par cette friction effective avec la paroi. Et donc ma question et ma remarque étaient un petit peu derrière. Derrière ça, c'est... Voilà, là, il y a des choses qui ont été montrées en simulation, qui ont été faites sur des systèmes qui sont purement collisionnels, sans interaction cohésive ou attractive entre grains. Est-ce que, si je rajoute de l'attraction, si je rajoute de la cohésion, est-ce que finalement, j'ai pas encore une universalité derrière ça? Et est-ce que, finalement, ce qui a été montré là, sur des systèmes qui peuvent être à très grande échelle, qui sont des systèmes géologiques, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait absolument pas de cohésion et d'interaction complexe là-dedans. Et est-ce que finalement ces modèles-là ne peuvent pas aussi être appliqués à des problèmes cohésifs, type poudreux, qui forment des clusters, etc. C'est la remarque qui me vient là-dessus. Et en particulier au regard d'une certaine discussion physique, peut-être en termes de temps de réorganisation. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un critère lorsqu'on passe d'un système contrôlé par la rhéologie interne à celle contrôlée par le glissement,
finalement, je sollicite un temps de réorganisation dans le système, dans le bulk, qui est associé au gradient de vitesse, et puis j'ai un temps associé à la vitesse de glissement. Est-ce que ça a été étudié? Je n'ai pas vu des choses, moi, dans la littérature, sur cette transition, sur ce passage-là. Voilà. Je m'arrête là. Je pense qu'il faudrait une réponse courte. On a d'autres contraintes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pose des questions. Et je lui répondrai en particulier. Alors, je peux juste dire que il faut qu'il en reste pour les jeunes collègues. Oui. Et donc, je pense en fait, je pense qu'il n'y a rien qui a été fait là-dessus, et que le champ est complètement ouvert, et que justement, c'est le genre de questions auxquelles de jeunes collègues peuvent s'attaquer. Et on est ouvert à toute collaboration sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité, d'avoir tenu ta parole. Tu devrais venir le 16 mars, il y avait des problèmes et tu es venu. Merci infiniment. Et c'est une excellente conférence. Et vraiment, on allait rater quelque chose. Merci beaucoup. Bon, on va faire une ovation à notre collègue. Et merci à vous.